Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien les amis, vous avez passé un bon week-end, donc une bonne semaine. Écoutez, aujourd'hui, comme d'habitude, on fait le point hebdomadaire sur l'actualité crypto avec donc notamment le Bitcoin, les projets comme VeChain, on va parler de XRP bien évidemment et aussi de Ondo parce que là, ça va être je pense, une année très très chargée au niveau du narratif RWA puisque vous avez le Ando Summit qui se déroule cette semaine, c'est-à-dire le 6 février pour être précis. Donc, il y a des préparatifs qui sont en cours là, de la part de Hondo. Il y a déjà des annonces très intéressantes. Ça va envoyer vraiment du lourd, je pense, je maintiens mon avis sur le narratif RWA dans les prochaines années, même prochaines dizaines, voire centaines d'années, en étant sérieux, bien évidemment, parce que là, on a vraiment la révolution de l'économie 2.0 qui est en train de basculer dans l'économie 3.0. On va voir comment, pourquoi, en parlant de Hondo. Bref, donc tout est lié, c'est-à-dire que XRP, vous allez voir, il y a Hondo, VeChain d'un autre côté continue de développer sa plateforme VBetter DAO et ça commence à exploser à des niveaux jamais vus, parce que c'est les seuls en fait qui font ça, clairement. Et on parlera ensuite, en fin de vidéo, de l'actualité crypto plus générale comme d'habitude, avec des nouvelles intéressantes, mais pas folichonne encore pour l'Union européenne, on sait. On parlera de l'actualité économique également, où là aussi, l'Union européenne, je vous spoil rien, c'est la catastrophe. Et on finira sur les cours habituels de l'euro par rapport au dollar et même de l'or notamment qui est en train de rebattre des records. Et donc l'or en fait est tout simplement en train de nous dévoiler un petit message, notamment par rapport à l'euro. Donc on va parler de tout ça. Bon, il y a des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles, comme d'habitude. Crypto, vraiment, c'est les bonnes nouvelles. Et l'actualité économique Union européenne, c'est vraiment euh, bah, catastrophe, clairement. Donc on va voir tout ça. Mais si vous êtes chaud, écoutez, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout, à prendre un petit café, un sandwich ou autre, et puis c'est parti. Donc on va commencer avec le Bitcoin et notamment donc, le rapport de Farside Investors sur les ETF Bitcoin Spot. Regardez, on a encore une fois battu un nouveau record avec en fait tout simplement grâce ou à cause, je sais pas comment le dire, de BlackRock, puisque vous voyez que sur les derniers jours, on s'est arrêté au 31 janvier 2025, les statistiques actuelles, eh bien on a 40,5 milliards de dollars au total qui ont été injectés sur les ETF Bitcoin Spot. C'est une énormité absolue, donc les records continue d'affluer en fait les capitaux sur le Bitcoin de la part des institutionnels et donc pendant que tout le monde panique à chaque correction, que font les institutionnels? Eh bien ils continuent d'acheter en masse du Bitcoin. Voilà. Donc enfin, voilà, c'est encore une fois, je le rappelle, un peu une question de dézoomer un peu ce qui se passe, de ne pas paniquer quand on voit des petites variations sur les crypto-monnaies de l'ordre de 5 à 10%. Alors c'est vrai que ça fait mal au cœur de voir son portefeuille crypto dans le rouge, mais quand on dézoome, et qu'on regarde un peu les données macroéconomiques, bon, il n'y a pas encore vraiment de signaux alarmants sur quoi le fait que les cryptos sont en train de se péter la figure et retomber à zéro. Ça, c'est terminé justement en raison de l'arrivée des institutionnels. Bon, en plus, donc là je passe sur les ETF, cette fois de Ethereum Spot, donc toujours en rapport de Farside de Investor, et regardez là, on est à 2,7 milliards de dollars injectés sur les ETF Ethereum Spot, donc c'est à peu près le même chiffre que la semaine dernière, donc je dirais qu'on est vraiment, là on le voit à travers ces deux tableaux, qu'on n'est pas encore en altcoin saison, c'est-à-dire que là on est encore sur la dominance du Bitcoin, donc on est encore dans une phase en fait où le Bitcoin a vraiment toute son ampleur, à mon avis, je répète, c'est mon opinion, dans cette phase de bull run, mais qu'on n'a pas encore vu, on n'a pas encore atteint la phase de alt season où on aura vraiment toutes les crypto-monnaies qui exploseront à la hausse, du moins les principales. Les principales, parce que c'est vrai que le marché est tellement dilué, maintenant il y a tellement de crypto-monnaies, de tokens qui ne servent à rien, qui sont du bullshit, que au final, c'est vraiment seulement quelques narratifs comme le RWA ou encore tout ce qui est l'intelligence artificielle qui exploseront dans les mois qui viennent, à mon avis. Voilà. Donc je le répète, bien entendu, je ne suis pas un conseiller financier ni en investissement. Tout ce que je dis dans cette vidéo, c'est à titre informatif. Vous devez faire vos propres recherches, bien évidemment, et je n'ai pas de boule de cristal et je n'ai pas la science infuse, je rappelle.
Voilà. Donc une fois que c'est dit, on continue toujours sur le Bitcoin, mais pour moi, voilà, les données sont toujours rassurantes, hein, si je puis dire, sur la suite des choses, puisque tant que les institutionnels injectent de l'argent en masse dans le Bitcoin, il n'y a aucune raison que tout s'effondre, comme on dirait, à moins d'une météorite ou d'un cataclysme financier majeur. Pour l'instant, tout va bien. Surtout qu'en plus, on a d'autres nouvelles. C'est-à-dire qu'en plus, maintenant, des institutionnels, c'est de plus en plus le FOMO, désormais gouvernemental, à l'échelle nationale, maintenant même des banques centrales des pays. Puisque là, j'ai un article de cointribune.com. Vous avez réservé Bitcoin. La Tchéquie osera-t-elle le grand saut? Point d'interrogation. Pourquoi? Parce que le gouverneur de la Banque centrale de la République tchèque est tout simplement en train de se poser la question, est-ce qu'ils vont mettre une réserve stratégique de Bitcoin en copiant quelque part les États-Unis? On va dire que l'ère Trump a vraiment rebasculé les cartes sur l'avenir, on va dire au niveau gouvernemental du Bitcoin, puisque tous les pays se posent la question désormais s'ils veulent mettre en place ou non des réserves stratégiques de Bitcoin. Ensuite, là j'ai un article de Cointelegraph France, Crypto, le plus grand fonds souverain du monde, renforce son exposition au Bitcoin. Donc là on parle de la Norvège, hein, vous savez, et donc le fonds souverain norvégien géré par Norges Bank Investment Management détient des positions dans MicroStrategy. Donc je rappelle, MicroStrategy, le fondateur, donc c'est Michael Saylor qui achète quasiment maintenant toutes les semaines du Bitcoin à renfort de plusieurs centaines de millions, voire de milliards de dollars. Hein. Donc dans un total, alors j'ai plus le compte exact, mais ils ont dépassé les 200 000 Bitcoins dans leur portefeuille. Il y a également la société Square qui est dans leur portefeuille, donc au fond norvégien, mais également Tesla, vous voyez. Mara Holding, donc ça, Mara Holding, je rappelle que c'est tout ce qui est lié au minage de Bitcoin. Donc c'est une société américaine, hein, spécialisée dans le minage de Bitcoin. Riot Platform et Coinbase, bien évidemment, très connu. Hein, je ne décris pas Coinbase, ça ne sert à rien. Voilà, donc en fait, c'est vraiment une exposition indirecte, hein, vous l'avez compris, et à travers cette exposition indirecte, eh bien, les rendements du fonds norvégien ont tout simplement bondi d'une année sur l'autre de 153%. Voilà, donc c'est logique vu la performance d'une année sur l'autre du Bitcoin. Donc pour vous dire un petit peu là dans quel état on est au niveau des institutions, je continue avec un autre, toujours de Cointelegraph France, donc un autre article qui précise que Tether intègre désormais l'USDT, donc le stablecoin Lightning Network du Bitcoin. Alors je rappelle vite fait que le Lightning Network de Bitcoin, qu'est-ce que c'est? C'est un layer 2 du Bitcoin. C'est-à-dire que je rappelle que le Bitcoin est une blockchain de type Layer 1, c'est-à-dire considérée comme principale, hein, majeure, et à côté, vous avez la possibilité de greffer sur chaque blockchain principale. Donc vous avez par exemple le Bitcoin, vous avez aussi Ethereum, vous avez d'autres projets qui ont tous des Layer 1 en tant que blockchain. Et donc vous avez la possibilité de greffer d'autres blockchains qui sont considérées comme des couches secondaires, donc des Layer 2, comme ils appellent ça, pour renforcer la blockchain principale. Voilà, donc je ne vais pas entrer en détail après pourquoi ils font ça, c'est voilà, en gros c'est améliorer la blockchain principale. Et donc le Bitcoin qui est considéré comme lent, hein, faut dire, est coûteux normalement à la base, donc au niveau technique et quand même, on va dire, à l'échelle des dinosaures comparé à ce qui se fait techniquement maintenant sur d'autres blockchains plus récentes. Et bien pour renforcer le Bitcoin, les développeurs du Bitcoin ont créé le Lightning Network qui permet justement, notamment à des sociétés comme McDonald's, d'accepter donc le Bitcoin en termes de paiement sans avoir à attendre 10 minutes pour qu'un paiement soit validé. Alors, enfin, à quoi ça sert concrètement dans la vie de tous les jours? Et donc maintenant, eh bien, on a Tether, voilà, qui a intégré l'USDT. Donc là, qu'est-ce que c'est? Ben, ça a l'air de rien cette nouvelle, mais c'est énorme parce que là maintenant on intègre tout simplement, on est en train de conjuguer les stablecoins et leur puissance de frappe donc maximale. Hein, je rappelle que Tether, donc la première société en termes avec une centaine d'employés à peine, à engranger plus de bénéfices presque que des sociétés comme Google, enfin, du même calibre, hein, à peu près, en termes de proportionnalité, nombre d'employés et bénéfices. Et derrière ça, eh bien, il faut savoir que les stablecoins, c'est vraiment le narratif aussi du siècle, si je puis dire, puisqu'en plus, il est back-up par le dollar. Donc là, on entre dans un cadre où pourquoi les Américains, notamment Donald Trump, est en train de mettre le paquet sur les crypto-monnaies, et notamment pas que le Bitcoin, également plein d'autres cryptos, et voire les stablecoins, parce qu'il sait que aujourd'hui, la majeure
partie des capitaux ingérés, intégrés dans les stablecoins sont en dollars, en fait. On parle bien de l'USDT, hein, donc ça veut dire l'USDT, bah, c'est du dollar derrière. Voilà. Et c'est vraiment un monopole donc, américain qui permet d'ailleurs de renforcer le dollar. Donc là, on a quelque part plusieurs informations dans un même article, c'est qu'on a un renforcement du dollar qui passe quelque part couplé maintenant de plus en plus au Bitcoin par le Lightning Network. Et en plus, on va pouvoir intégrer, grâce à ça, et bien, et donner l'accès dans tous les pays au niveau mondial, accès facilement, donc d'un côté au Bitcoin, mais aussi au dollar. Voilà. Donc c'est du lourd quand même qui est en train de se passer au niveau de l'industrie crypto, hein, bien évidemment, et aussi pour le dollar qui peut être en train d'être rebasculé en force hein, dans sa place de leader déjà actuel au niveau mondial, mais avec les BRICS et tout, c'est vrai qu'il y avait quand même des discussions là-dessus. Bon, bref. Je vais continuer. Ensuite, je passe à un dernier article hop, de cryptost.fr. Hop, donc, où, selon Christine Lagarde, le Bitcoin n'entrera dans aucune réserve des pays de l'Union européenne. Alors, quand je vous dis voilà, que nous, l'Union européenne, on n'a rien compris, que c'est des mauvaises nouvelles, bon, je ne vous le dis pas de gaieté de cœur, c'est juste qu'on a encore, enfin, on fait tout, en fait, j'ai l'impression, pour faire en sorte que l'Union européenne reste le vilain petit canard, surtout ne décolle pas, où on prend toutes les mauvaises décisions à chaque fois. C'est-à-dire que tous les pays à l'échelle mondiale sont en train de maintenant de regarder s'ils peuvent mettre en place une réserve stratégique de Bitcoin, enfin tous les pays principaux, hein, je dis bien, donc la Russie, les États-Unis, enfin, on a même l'Argentine, je crois, on avait parlé à un moment, maintenant on a le Salvador qui a carrément légalisé, enfin, on a énormément de pays qui se posent la question, donc à un moment, la République tchèque, donc partie de l'Union européenne, mais qui n'a pas son mot à dire vraiment, parce que si elle le fait, est-ce qu'elle aura l'aval de l'Union européenne? Ben non, on le sait, parce que Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne, non, elle, c'est catégorique qu'il n'y aura pas de réserve des pays dans l'Union européenne. Donc, quand je vous dis que nous, on est destinés, à cause de la bêtise de nos élites, de nos politiques, à couler, c'est pas pour rien, c'est qu'on fait rien pour sortir les doigts, en fait, du fion, quoi. C'est mon expression, mais c'est toujours pareil. Et quand je vous dis ça, pourquoi? C'est parce que derrière, je vais vous montrer, hop, ce petit tweet très intéressant sur l'avancement, regardez, notamment de la mise en place dans les États américains de la réserve stratégique du Bitcoin. Et regardez, vous avez 15 États américains déjà qui, par eux-mêmes, hein, à travers leur système de gouverneur local, ont décidé d'intégrer quelque part, ou du moins proposer pour l'instant, hein, de mettre en place une réserve stratégique du Bitcoin. Et regardez, donc là, il y a plusieurs étapes, hein. Vous avez 5 étapes dans l'approbation en général d'une loi au sein d'un État. Et donc là, on a déjà 2 États, notamment l'Arizona et l'Utah, qui sont pas loin de signer la loi, en fait. Voilà où on en est. Donc nous, outre-Atlantique, bah, on n'a rien compris. On est toujours dans la phase, les crypto-monnaies, c'est pour les méchants, les criminels, et tout le tralala actuel. Bref. Voilà où on en est. Donc ça veut dire que là, on a un chouïa d'avoir tout simplement les États-Unis qui vont vraiment mettre en place, alors, pour l'instant à une échelle locale, on va dire, des États, non pas à une échelle fédérale, hein, je dis bien, préciser, une réserve stratégique de Bitcoin. Mais si les États commencent déjà par là, on ne parle pas en plus de 1-2%, ils parlent entre 5 et 10% de leurs réserves, hein. Je rappelle qu'un État a presque autant de moyens au niveau financier qu'un pays de l'Union européenne. Voilà, pour donner un peu l'ordre de grandeur. Bon, donc je continue, on n'a rien compris. Je fini pour le Bitcoin. Vous avez bien compris que là, aujourd'hui, il y a une correction notamment du Bitcoin, des crypto-monnaies. Ben, pour moi, quand je vois les gens qui paniquent, encore une fois, sur Twitter ou sur YouTube ou autre, ben, je rigole. Parce que, excusez-moi l'expression, mais là, quand on va avoir un pays ou un État au niveau des États-Unis qui va probablement signer donc au moins, en tout cas, une réserve stratégique de Bitcoin, mais ça va être le bordel derrière. Voilà, parce que ça veut dire que le Bitcoin sera aux États-Unis quelque part, signé même au niveau légalisé quelque part, en tant que monnaie presque. Ou alors mis au même rang que l'or en fait. Donc le symbole sera énorme. Voilà. Bon. Donc après le bull run, je suis pas étonné d'ailleurs que le bull run, la suite du bull run reparte
une fois qu'on ait la nouvelle d'un de ces États qui adopte définitivement le Bitcoin en tant que réserve stratégique valable. Bon, allez, je passe au prochain projet, c'est-à-dire VeChain. Là aussi, il y a du lourd hein, sur VeChain en ce moment. Donc, la première étape, l'aspect social et l'aspect en lien avec le RWA est en train de littéralement exploser là pour le VeChain, puisque regardez, on est en fait en quatrième position hein, dans l'aspect d'engagement social, c'est-à-dire 1,27 million d'engagements sur le projet VeChain. Et le premier, vous voyez, c'est Ondo avec 4,23 millions d'engagements. En deuxième lien, on a Link. Et en troisième, on a ING. Donc on voit bien que là, il se passe quelque chose hein, sur le narratif RWA, parce que je rappelle que Ondo, c'est pas le premier projet le plus en termes de capitalisation boursière. Alors qu'avant, il y a 1, 2 mois, on avait vraiment une corrélation forte entre la capitalisation boursière des projets, notamment je crois que c'était Avax qui était en premier, donc Avax a le top hein, en termes de capitalisation boursière, numéro 1, et il était numéro 1 dans les engagements sur le narratif du RWA. Ce n'est d'ailleurs plus le cas aujourd'hui, vous le voyez bien, puisque Avax est en 5e position. Voilà. Et VeChain, lui, je crois qu'il est resté toujours en 3e ou 4e position de ce point de vue-là. Donc on voit bien qu'il y a deux leaders vraiment dans le RWA qui sont en train d'exploser, c'est Ondo et c'est Link. Et c'est des projets, peut-être pas pareil, mes chaussettes, si je puis dire, ou mon chapeau, n'en est pas. Mais je ne serais pas étonné que Hondo et Link nous fassent vraiment une performance digne en fait de certains projets comme notamment, comment ça s'appelle, Polygon en 2020. Pas du 1000% ou en tout cas du 100%, ouais, c'est sûr. Mais je ne suis pas étonné que ça fasse un x10 sans m'engager, je veux dire, voilà, hein, sans avoir boule de cristal, mais tellement le narratif est puissant actuellement, et tellement tout s'aligne pour mettre en place des choses incroyables sur ces projets. Et bien sûr, VeChain également, hein, vous inquiétez pas, j'y crois aussi très fortement, mais VeChain n'aura pas la même utilité en termes de RWA que Hondo et Link. C'est-à-dire que Hondo et Link, c'est vraiment une révolution si vous voulez, pour moi, de la finance, c'est-à-dire du web 2.0 en termes Wall Street, si je puis dire, on passe en web 3.0 ou alors en Wall Street 3.0 si on reprend les propos d'Ondo, hein, pour être précis, alors que VeChain, ce serait vraiment la supply chain 3.0 au niveau des industries, également de la sustainability, comme ils appellent ça, au niveau de la transition énergétique, des actions engagées, etc. Donc on va en parler avec la plateforme VBetterDAO quand on explosait hein, d'ailleurs. Ah, donc tout ça fait qu'on n'est pas exactement sur le même narratif, je veux dire précisément entre Hondo, Link et VeChain. Mais les deux vont vraiment enfin, exploser parce qu'ils seront leaders dans leur catégorie respective en fait, au sein du RWA. Mais je vais vous expliquer un peu de quoi je veux parler. Pour vous dire à quel point VeChain est en train aussi d'exploser, c'est aussi en termes d'activité, hein, vous savez, sur le mainnet, puisque là on a atteint, vous voyez, plus de 15 millions de clauses hein, en ce début d'année, donc 2025. Et vous voyez, c'était pas arrivé depuis en fait, en 2019, on avait eu ça, on a pas eu ce record-là, mais surtout depuis effectivement juillet 2024. Donc là, on est vraiment à un record absolu et ça veut dire beaucoup de choses hein, pour la suite des choses pour VeChain, puisque je rappelle qu'en 2020, qu'on avait eu l'ATH du Bitcoin sur les prix à 0,2 ou 20 centimes d'euros, je crois, à l'époque, eh bien, vous voyez, on était quand même avec un mainnet qui était 2 fois moins puissant qu'aujourd'hui. Ça peut déjà vous conforter dans votre idée que VeChain est toujours un leader dans le domaine et de plus en plus attractif. Bon, et voilà, et là on va parler maintenant du narratif au sein du RWA qui est très intéressant pour VeChain, et pourquoi il est quand même un peu différent VeChain de Hondo et Link sur cet aspect-là, c'est que voilà, en fait on parle maintenant de deux bannes, et c'est très bien dit par Decrypting Crypto dans son tweet, donc c'est ce qu'il appelle le Decentralized Better Action Network. Avec que VeChain, je vous disais, c'est le seul qui propose ça aujourd'hui, c'est quelque part de tokeniser en fait les actions du monde réel. Donc là, on est en plein dans le RWA, mais c'est les seuls qui proposent une plateforme comme VBetterDAO ou des petites actions comme prendre une photo, alors ça a l'air de rien comme ça, c'est clair, hein, de son mug de café ou par exemple prendre une photo de avant-après quand vous faites le ménage dans la rue, vous triez les déchets et vous prouvez que vous avez fait une bonne action, et bien vous êtes récompensé en crypto.
Et eux, ça a toujours existé, ce genre d'application, mais jamais à un niveau hub, si je puis dire. Et ça, VeChain l'a mis en place à travers leur plateforme VBetterDAO, quelque chose de solide. Derrière, c'est pas des petites applications comme on l'a vu par le passé qui ont disparu au bout de 3 mois en fait. Alors là, c'est quelque chose qu'ils sont en train de mettre à l'échelle systémique. Voilà. Donc, vous voyez, hein, là, on parle de un narratif, dans le narratif RWA, qui vaut quand même 16 trillions de dollars hein, en termes de tokenisation d'ici 2030 et qui a un énorme vraiment potentiel. Bah, de toute façon, ils sont tout seuls dans VeChain pour l'instant, donc forcément, ils ont de l'avance. Et c'est eux qui vont prendre la part de marché là-dessus. Mais surtout, quand je... Voilà un peu le récapitulatif de ce qui se passe aujourd'hui, parce que la plateforme VBetterDAO a vraiment beaucoup évolué depuis que je vous en ai parlé. Donc, je vais faire un petit résumé et un petit rappel de ce qui se fait. Donc, si vous avez déjà, vous connaissez, bah, vous pouvez passer la vidéo, passer au prochain chapitre si vous voulez. Mais en tout cas, voilà, pour vous donner un peu l'ordre de grandeur de ce qui se fait aujourd'hui sur la plateforme VBetterDAO, c'est tout en lien avec les actions. Donc, vous avez la plateforme la plus, on va dire, engageante en termes de communauté, c'est le mugshot. Vous prenez en photo votre mug de café et vous êtes récompensé en crypto-monnaie, c'est-à-dire le B3TR ou Bether, si vous voulez retenir en fait. Petite astuce, retenir le nom de la crypto. Mais là, l'objectif, en fait, est de pousser les gens à ne plus utiliser de gobelets en plastique, donc jetables, donc enfin, anti-gaspillage, si vous voulez. Le principe est de ne pas utiliser voilà, de gobelets jetables, mais d'utiliser un mugshot, un mug plutôt solide. Ensuite, il y a l'application Cleanify qui permet simplement de prouver, comme je vous disais, que vous avez fait le tri ou nettoyé un endroit spécifique avec l'aide de photos, vous êtes récompensé en échange en crypto-monnaie. Vous avez Green Card qui, en échange de la photo de votre facture, si vous avez acheté par exemple des légumes ou des produits en lien avec l'agriculture biologique, par exemple, eh bien vous êtes récompensé en crypto. Vous avez Green Ambassador Challenge qui, en fait, est vraiment dans l'aspect d'éducation sur justement la transition énergétique. Alors, c'est pas vraiment la transition énergétique en fait. Parce que je vous dis que la transition énergétique telle qu'on la voit aujourd'hui à la télé, telle qu'on nous la vend, c'est du bidon. C'est-à-dire, c'est les voitures électriques, c'est leur critère 3 là, par exemple. Désolé l'expression, mais à la con, hein, ils sont en train de nous parquer comme des bêtes pour ça, alors qu'à côté, il y a des paquebots qui consomment l'équivalent de 80 millions de voitures. Voilà, et nous, c'est nos critères 3, nos voitures, on vient nous faire chier. Voilà. Donc voilà, ça, c'est pas l'écologie, ça, c'est pas la transition énergétique du tout. Donc par contre, Green Ambassador Challenge, leur rôle, c'est de, quelque part, sensibiliser à des bonnes actions, en fait, de tous les jours pour réduire, quelque part, l'empreinte de la pollution, quoi. Voilà. Ensuite, vous avez Oily, très intéressant, dans le sens où eux, ils sensibilisent notamment à tout ce qui est les huiles usées. C'est-à-dire quand on fait de la friture, eh bien, on use quelque part l'huile et on a tendance à jeter cette huile dans le lavabo, quoi. Eh bien, sachez qu'il y a des répercussions derrière, effectivement, et je ne le savais pas moi-même, hein, je vous l'ai appris en utilisant l'application, sur l'environnement directement, si c'est pas bien traité derrière par les stations d'épuration et tout. Donc, l'idéal, sachez qu'il y a des restaurants, des points en fait de collecte de ces huiles usées qui permettent justement de recycler cette huile et d'en faire du biodiesel, notamment. Ah, voilà. Donc, et en récompense de ce genre de choses, vous gagnez de la crypto-monnaie. Ensuite, vous avez EV Earn. Ça, c'est justement rien avec les voitures électriques, notamment Tesla. Alors, après, on n'y croit pas, hein, chacun son idée. Mais le but, c'est de vous récompenser d'avoir choisi une voiture électrique, en fait, euh, lorsque vous rechargez en fait la batterie de vos véhicules, eh bien, vous êtes récompensé en token B3TR, Vivo. Alors, ça, j'ai jamais utilisé, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est en lien avec les mondes connectés, il me semble, la santé. Vous avez les NFBC où vous pouvez lire des livres et en récompense, sous forme de NFT, en récompense, vous gagnez de la crypto-monnaie. Et puis après, tout ça, alors SolarWise, très intéressant, c'est là vous achetez un NFT d'un véritable panneau solaire. Donc le projet, c'est vraiment ça. Vous achetez un NFT d'un panneau solaire qui est lié à un véritable panneau solaire. Donc, il y en a au Brésil, ils vont en faire en Suisse.
Et en échange, vous êtes donc récompensé en B3TR, mais aussi dans la production électrique, en une partie en tout cas, qui vous est reversée sous forme de crypto-monnaie. Donc c'est vrai que le principe quand même est assez incroyable. Donc vous voyez, le genre d'applications là sont quand même assez larges maintenant, hein. Il y a ST3PR qui vous récompense quand vous marchez tout simplement, vous faites de randonnées ou autre, par rapport au nombre de pas que vous faites dans la journée, et vous gagnez de la crypto-monnaie en retour. Ensuite, vous avez Pool to Earn, où là, vous avez la possibilité de mettre vos fonds, de créer une pool et donc de gagner des frais de transaction en fait sur chaque transaction qui se fait sur la pool. Voilà. Bon, après, c'est plutôt risqué au cas où la pool se fait vider, mais bon, chacun son délire. Mais pour vous dire un peu ce qui se fait. Et enfin, Let's Stop, la dernière application à arriver là sur la plateforme VBTRDAO, c'est tout ce qui est sensibilisation des bons gestes de conduite en voiture. C'est-à-dire, vous téléchargez l'application Let's Stop, vous, euh, quelque part, l'activez avant de conduire et vous avez en échange, si vous conduisez bien, si vous n'utilisez pas, par exemple, votre téléphone pour écrire un SMS quand vous conduisez, eh ben, l'application a la capacité de le détecter et si vous ne faites rien de tout ça, vous avez une bonne conduite, vous êtes récompensé en crypto-monnaie derrière. Voilà le délire. Et donc, il y a des personnes qui se sont fait des milliers d'euros à travers des bonnes actions sans investir un seul centime dans cette plateforme. Voilà un petit peu où on en est et il faut savoir que c'est en train d'exploser parce qu'on a atteint déjà les 4 millions d'actions tokenisées sur la plateforme VBTRDAO depuis le lancement, c'est-à-dire en 6 mois. Et le jeton B3TR, donc, qui est le jeton principal de cette plateforme VBTRDAO, eh bien, est tout simplement à des niveaux absolus. Il a fait du 700% donc en un mois. Il a atteint les 50 centimes, alors qu'à la base, on était à 0,06. Voilà un petit peu où on en est. Pour vous dire que c'est en train d'exploser, malgré en plus la correction actuelle qu'on a eue là en ce moment. Je parle ensuite sur les statistiques de VeChain. Cette fois, je repasse sur VeChain. Et là, regardez, le mainnet est tout simplement en train d'exploser en termes d'adoption, puisque là, en une seule journée, nous sommes à plus de 30 000 wallets. Alors que nous avions une moyenne de 5 000 wallets il y a encore 1 à 2 semaines. Et donc, on a un total aujourd'hui de quasiment, vous voyez, 5 millions de portefeuilles qui sont créés sur le VeChain. Voilà, donc c'est l'écosystème en train d'exploser, hein, on le voit. Et ça, je pense que c'est forcément lié à l'arrivée de la plateforme VBetterDAO. Bon, donc ce sera tout, hein, les amis, pour VeChain. Autant vous dire que plutôt bullish, hein, pour le projet, clairement. Parce que on est vraiment dans un narratif où c'est les actions et c'est quelque part le lien entre la crypto-monnaie, la blockchain et la vie de tous les jours qui commence à primer plutôt que sur les shitcoins, les mêmes coins qui ne servent à rien et qui vont aller au casse-pipe. Surtout, il y a de plus en plus de polémiques maintenant sur les shitcoins, parce que comme on peut en créer des milliers maintenant là, facilement, notamment sur des plateformes comme Pump.fun ou Solana notamment, mais en fait, il n'y a plus aucune valeur à créer un shitcoin, parce que n'importe qui peut en un clic créer son shitcoin. Voilà. Donc en fait, le système est en train d'imploser au niveau des shitcoins, je pense. Donc peut-être que par exemple Dogecoin, Shiba Inu, ces trucs-là, reconnus survivront, mais je pense que tout le reste va vraiment se faire exploser, balayer. Donc je me permets hein, humblement de vous dire faites attention aux shitcoins que vous ne connaissez pas. On l'a vu, même le même coin là, de Trump et de Melania se sont fait exploser au sol. Donc vraiment, les mêmes coins, faites attention, c'est destiné à périr en fait. Voilà. Bon, je passe à Hondo maintenant, donc c'est du lourd, là, ça s'annonce vraiment, je pense, puissant, ce qui va se passer dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, au niveau du RWA et du Wall Street 2.0. Alors moi j'ai appelé ça Wall Street 3.0, mais en fait c'est Wall Street 2.0 qui est en train d'arriver, voilà, donc Hondo hein, le dit très bien, à travers leur tweet, au 6 février 2025, ils prévoient un peu leur sommet. Donc ils vont en dire plus long sur ce qu'ils vont mettre en place. Il y a du lourd, hein, il y a du beau gratin qui, si je puis dire, qui va arriver donc, sur ce sommet avec notamment des personnes, des speakers, comme on dit, qui vont faire leur discours et participer à ce sommet. Donc vous avez par exemple Marc Garabédian, donc le directeur
des actifs digitaux de la tokenisation de Wellington Management, qui participera au sommet de Hondo. Vous aurez également, par exemple, hein, je vous dis des exemples, donc le directeur des actifs digitaux de Wisdom Tree Funds, comme vous pouvez le voir, qui participera. Vous aurez également le PDG de Pantera Capital, enfin que des gros comptes, hein, que des grosses entreprises, hein, je ne vous cache pas. Vous aurez également, je prends quelques exemples de plus, Cynthia Lo B7, donc la directrice des actifs digitaux, le management de Fidelity. Ah, c'est étonnant ça, c'est Fidelity, je vous rappelle, hein, là ils ont fait leur ETF, Bitcoin Spot et Ethereum. Donc c'est gestionnaire voilà, d'actifs. Et je vais continuer sur un dernier. Hop, hop, petit Ripple là. Donc on aura le CTO, hein, donc David Schwartz, je rappelle, qui participera également, hein, au sommet de Hondo. Donc là, c'est assez intéressant aussi ce qui se passe avec Ripple, puisque, alors, je vais continuer d'abord sur effectivement le tweet de Hondo Finance, où il montre simplement le PDG de BlackRock, c'est-à-dire Larry Fink, en fait, qui a fait un live, donc notamment lors du forum de Davos, hein, il me semble, si je dis pas de bêtises, sur CNBC, où il explique tout simplement, en fait, que la tokenisation, c'est l'avenir, en fait. Voilà. C'est-à-dire que le fait que nous sommes en train de bouger, je cite les mots, et je traduis en même temps, tant bien que mal, hein. Excusez-moi la prononciation et tout le reste. Donc, the fact that we are not moving forward, donc le fait que nous ne sommes pas en train de bouger avec la tokenisation de chaque en fait, actif ou bon du trésor ou autre est fou. En fait. C'est-à-dire que nous devrions, Larry Fink qui dit, nous devrions bouger toutes les frontières de tout ça. C'est-à-dire que nous devrions le faire presque le plus vite possible. En fait. Voilà où on en est. Donc là, le narratif RWA, enfin, quand je vous dis que ça va vraiment exploser, c'est que tous les institutionnels sont plus que chauds là. Là, ils sont dans le feu de partout là. Parce que derrière, c'est des trillions de dollars qui vont en fait s'injecter sur son narratif et ils le savent très bien, ils sont en train de le planifier en fait. Voilà où on en est. Donc tout le monde est chaud bouillant. En plus, je rappelle, donc c'est marrant parce que vous voyez Ripple et le XRP qui a été dénigré pendant des années là, à cause de sa pauvre performance latérale de 7 ans, et bien comme quoi là on rappelle encore une fois que s'accrocher à un projet pour ses fondamentaux, c'est bien plus important que s'accrocher à un projet pour ses prix. Voilà, c'est la preuve même. D'ailleurs, on le voit, c'est-à-dire que les fondamentaux, un jour, feront les prix. C'est vraiment ça. Et je pense que là, on a eu l'exemple criant en 2024-2025 sur déjà cet aspect-là, alors que sur les précédents cycles, c'était plutôt les shitcoins et compagnie qui explosaient à mort. Et on l'a vu quand la majorité du retail, c'est-à-dire la masse, c'est une expression, hein, s'est jetée sur les shitcoins à en perdre son argent là, en 2024-2025, c'est d'autant plus flagrant. Bon. Donc c'est pour ça que là, on a un changement aussi, je pense, de paradigme, même au sein de la crypto-monnaie. C'est-à-dire que les gens maintenant commencent à se dire, ouais, effectivement, les shitcoins, ça sert à rien, on se fait exploser. Donc maintenant, revenons aux fondamentaux, aux solides. Et donc c'est Hondo, mais également Ripple. Et comme par hasard, Hondo et Ripple sont en train de faire un partenariat pour tout simplement mettre en place donc le OUSG, c'est-à-dire en fait un produit donc de gradation institutionnelle qui sera donc backup par en fait les bons du trésor américain et également le fonds Bridle, comme ils appellent ça, de BlackRock. Donc là, vous avez au sein d'un même tweet un partenariat quelque part, hein, je veux dire indirect et direct, entre Ripple, donc le XRP, Hondo, bien évidemment le token de Hondo, mais également donc BlackRock, je passe une image de délire absolu là, ce que je suis en train de vous dire, et les bons du trésor américain. Donc quelque part, bon bah bon du trésor américain égale gouvernement, voilà. Donc là, ça fait pas une petite lumière là, je sais pas, dans la tête, hein, gentiment, hein, bah, je peux rien pour vous quoi. Bon, voilà, donc sans trop m'avancer, je peux vous dire, ça va chier les bulles là dans les mois qui viennent, les années qui viennent. Et je pense que les gens qui n'ont pas compris ça, qui subissent les corrections de 5-10%, ben pauvres d'eux, parce qu'ils vont rater vraiment le train, je pense, et l'opportunité même d'une vie d'investissement sur ce genre de projet, quoi, en fait. Donc ensuite, maintenant je vais passer sur les Ripple, hein, ça fait la transition justement sur XRP et Ripple, hein, parfait.
Et notamment, donc là, j'ai le rapport, vous savez, comme d'habitude, trimestriel de Ripple. Et donc, regardez, on a un prix, donc forcément, bah, on l'a tous vu, qui a fait 280%. Donc, forcément, eh bien, vu que Ripple a plusieurs milliards de détention de XRP, bah, je pense que Ripple est bien parti pour être une des entreprises les plus cotées, notamment en bourse américaine, mais surtout avec la trésorerie peut-être la plus impressionnante, surtout si le XRP continue de nous faire des folies dans les mois qui viennent. Ce qui, à mon avis, enfin, portera tout son sens et que je serais très surpris que le XRP n'ait pas encore tout donné là en termes de prix. Je peux me tromper encore, hein, je répète. Mais là, clairement, vu les planètes qui s'alignent, je serais surpris que ça nous fasse pas des folies, quoi. Ensuite, effectivement, il y a tout ce qui est aspect de régulation aux États-Unis qui est en train de se clarifier. Donc, on va en parler dans les actualités crypto plus générales, mais on y est, quoi. Voilà, on y est. Et le momentum institutionnel, hein, vous voyez, ils l'ont compris, puisque en plus, on a des. Effectivement, là, ils le balancent un peu, hein. On a 5, quelque part, institutionnels qui sont en train de réfléchir, qui ont déjà amorcé la création d'un ETF XRP Spot. Voilà, on en est. Donc, bullish à mort là. Bref, et en parlant de cet aspect-là et d'acteurs qui sont en train de mettre en place des ETF XRP Spot, eh bien, on a Grayscale, puisque Grayscale vient d'annoncer il y a quelques jours, c'est-à-dire au 30 janvier, qui convertissait quelque part leur. Alors, je ne dis pas de bêtises, c'est leur ETF Trust sur le XRP qu'ils avaient déjà. Ils veulent le convertir en ETF XRP Spot. Exactement sous le même format que le Bitcoin qu'on a déjà et Ethereum. Donc là, XRP et probablement Solana seront les troisième et quatrième projets, ou inversement, peut-être qu'en troisième ce sera Solana et en quatrième XRP, mais probablement que ce seront les deux crypto-monnaies qui sont converties sous forme de ETF spot dans les mois qui viennent, rapidement. Voilà, on en est quoi. Bon, je continue, donc j'ai quelques articles à vous passer là pour le projet XRP, enfin Ripple, l'entreprise Ripple et XRP. Donc premier article, si ça veut bien marcher, mon ordinateur. Voilà, donc là on a la SEC retire le procès Ripple de son site web. Donc là vous voyez effectivement ça continue les bonnes nouvelles quand même. Ça ne veut pas encore dire effectivement hein, que la SEC retire sa plainte et son procès contre Ripple, mais c'est quand même un début. C'est un petit signal qui fait que il se passe des choses là en interne, surtout avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir et de tout sa garde rapprochée, tout le gouvernement autour de Donald Trump qui est à fond, hein, mais à fond pour la crypto. Donc je continue, toujours pareil hein, sur Ripple. Donc on a un article là de journal ducoin.com, crypto-monnaie Ripple obtient des licences de transmetteurs de fonds au Texas et à New York. Donc là, vous voyez quand même, les planètes sont bien alignées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ripple est en train d'obtenir l'aval des autorités américaines, donc financières, hein, pour faire des paiements transfrontaliers déjà internes aux États-Unis, mais aussi externes. Tout simplement, du moins déjà dans les États du Texas et également à New York. Bon, c'est plutôt bullish, hein, puisque je rappelle que au préalable, Ripple était interdit. L'est encore sous certains cadres, puisqu'il n'y a pas encore l'aval, je veux dire, de la SEC. Mais c'est qu'une question de temps quand on voit un peu ce qui se passe avec tout ça. Voilà, donc maintenant j'ai passé aux actualités crypto plus générales, et là aussi il y a des nouvelles intéressantes, notamment un article de cryptost.fr, Trump Media, une entreprise qui appartient à Trump, vous l'avez compris, lance une nouvelle entreprise FinTech et crypto. Donc Donald Trump multiplie les initiatives depuis son investiture. La société gérée pour son compte, donc Trump Media, vient en effet d'annoncer une percée dans le secteur de la FinTech et des investissements en crypto-monnaie. Donc, voilà, le président des États-Unis a carrément des conflits d'intérêts, hein, je vous le dis carrément comme ça, au milieu de la crypto. Donc lui, son intérêt maintenant, ça va être de gonfler la crypto-monnaie. Donc après, on n'aime pas Trump, hein, c'est clair. Mais lui, il faut lui reconnaître une chose, c'est que c'est un businessman absolu et qu'il sait se faire du pognon sur, on va dire, plus ou moins légalement. Hein. Parce que quand je vois son shitcoin qu'il a créé avec Melania, il a rect un paquet de gens, hein. Il faut dire ce qui est. Mais après, on peut même pas lui en vouloir, puisque, enfin, faut être
je suis désolé, mais aujourd'hui, si les personnes sont expérimentées dans le milieu de la crypto-monnaie, enfin, si vous êtes fait rect par Trump ou Melania, enfin, franchement, à cause du shitcoin, bon, c'est que vous avez rien compris, quoi. C'est un moment, voilà, c'est trop facile. Donc, il a profité de cet aspect-là. Bravo à lui, il s'est fait plein de pognon. Mais maintenant, on va encore plus loin parce qu'il crée, donc à travers cette Trump Media, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir un véritable FOMO institutionnel créé par une machine propagande, quelque part, hein. Je dis pas que c'est forcément bien, hein. Vous avez compris, là je parle de propagande médiatique, ce genre de choses. Tout ce qu'on avait eu avant de la part des démocrates anti-crypto, ben, on va avoir l'inverse cette fois pro-crypto, mais avec le bon et le mauvais dans ce que ça implique. Forcément, puisque tout ce qui est par exemple le shitcoin de Donald Trump, bah forcément il va le mettre en avant à toutes les sauces. Alors peut-être qu'il n'y aura pas de fondamentaux derrière. Alors, s'il transforme ce shitcoin en utilité publique derrière, ok, mais enfin, comme il est associé à son nom, je vois pas trop comment il peut faire de l'utilité absolue sur ce shitcoin. Bref, voilà où on en est. Mais pour vous dire que le narratif est totalement bien placé, quoi. Même sur l'aspect médiatique aux États-Unis, ils vont mettre le paquet à travers cette information-là pour promouvoir, voilà, promouvoir les projets crypto américains. Et notamment, on imagine le Melania et le Trump en termes de shitcoin. Bref, allez, je continue toujours donc, dans l'actualité crypto plus générale. Donc là, je vais passer sur un autre article, cette fois de cointribune.com. Voilà, l'adoption des wallets mobiles a atteint un record historique en 2024 avec 36 millions, tenez-vous bien, de nouveaux portefeuilles mobiles donc liés à des cryptos hein, comme Coinbase, notamment c'est un rapport de Coinbase qui le dit. Et au total, on est à une adoption massive de 1,5 milliard de personnes, hein, 560 millions, je crois exactement le chiffre, de personnes qui auraient de la crypto, auraient au moins une fois créé un portefeuille crypto. Voilà, on en est un petit peu, et ce chiffre devrait, selon les projections, tripler d'ici 2030, pour vous dire un petit peu où on en est. Donc on est bien sur l'adoption qui est bien plus rapide et massive qu'Internet dans les années 2000. Je vous donne un peu l'ordre de grandeur de ce qui se passe aujourd'hui sur la blockchain. Là, on parle vraiment de la blockchain hein, derrière en termes de technologie. Allez, je continue, cette fois avec Coin Academy, autre article dont X d'Elon Musk s'associe à Visa pour offrir des solutions de paiement sur le réseau social, notamment en crypto-monnaie. Voilà, et donc Elon Musk a toujours en sa vision de créer une super application globale, hein, il n'a pas oublié, un peu à l'image de Tencent en Chine. Donc c'est aussi, là, ça peut être le bon et le mauvais, hein. Je vous rappelle c'est pas forcément une bonne chose d'avoir une super application, parce que je rappelle que les Chinois, à travers leur méga application qui est Tencent, eh bien ils arrivent à bloquer, par exemple, un Chinois ne leur convient pas, et bien vu que le Chinois a tout sur cette plateforme-là, c'est-à-dire son assurance santé, ses comptes bancaires et autres, et ben hop, ils bloquent tout sur, ils ont juste à bloquer un compte Tencent, et le Chinois va aller se cuire un œuf, hein. Il n'aura plus rien. Bon, donc c'est aussi vers ça qu'on se dirige, hein, pour le meilleur et pour le pire, aux États-Unis. Donc ensuite, bien sûr, à travers cette application, je vais mettre en place la crypto-monnaie. Donc là aussi, ça va faciliter encore un peu plus l'adoption de masse des cryptos, hein, vous l'avez compris. Je continue. Donc là, j'ai un autre article, hop, pour dire comment ne pas être bullish en termes du FOMO gouvernemental cette fois. C'est que là, j'ai un article de Cointelegraph France. Le Sénat confirme le proscripto Scott Bessent comme secrétaire au Trésor des États-Unis. Voilà. Donc, je rappelle que le Scott Bessent, hein, qu'est-ce que c'est? C'est un milliardaire, un billionnaire, hein, qui est, en fait, qui a été un manager dans un fonds d'actifs, un gestionnaire d'actifs, un peu comme BlackRock, Fidelity ou autre. Et donc, il va maintenant travailler en tant que secrétaire au Trésor des États-Unis, c'est-à-dire ministre de la Finance quelque part. Donc nous, si on avait quelqu'un comme ça en France, franchement, ce serait pas mal, hein. Parce que quand on voit, et je vais en parler d'ailleurs, hein, si on va en parler de ministres, à nous, sont de vieux dinosaures, que crypto-monnaie, je suis même pas sûr que ça, comment ça marche, ni ce que c'est vraiment. Bon.
Donc voilà, on va rigoler quand on va faire ou pleurer quand on va faire le comparatif. Mais pour vous dire que les États-Unis, ça y est, ils sont partis sur la lancée, sont sur le train, sur les rails, pour tout défoncer au niveau de la blockchain et des crypto-monnaies, puisque c'est l'avenir de toute façon. Donc, ils l'ont compris. Voilà, on voit bien que on est très loin des démocrates américains qui sont c'était anti tout ça, et que maintenant on est vraiment sur l'ère de la cohérence, de la modernité, pour le meilleur et pour le pire, hein, parce qu'après la modernité, à la vitesse à laquelle on va, ça peut très vite nous échapper, quoi. Au niveau de l'intelligence artificielle notamment, c'est sûr. Bon, allez, je vais passer maintenant aux actualités économiques, hein, plus générales. Donc là, malheureusement, je passe tout un peu de la France aussi, de l'Union européenne, hein, de son État qui s'arrange pas, malheureusement. Donc là, vous voyez, c'est le journal de l'économie, le BTP en crise, hein, 35 000 emplois détruits, donc publié au 31 janvier 2025. Donc comme on le dit souvent, si le milieu du bâtiment ne tient pas la route ou est en train de couler, ben, généralement, c'est vraiment l'économie qui coule. Bon, ben voilà, là, on a la preuve que le BTP est en train de subir vraiment des dégâts. Ensuite, je vais passer à un article de La Tribune .fr, vente de voitures, l'hémorragie se poursuit en France avec un recul de 6,2% au mois de janvier. Les ventes de voitures neuves plongent encore. Donc, les véhicules électriques ont cependant moins souffert. Voilà. Pour ce que ça nous fait, hein. Donc voilà où on en est, c'est-à-dire que l'économie hein, française est en train de tanguer, on est en surendetté, le secteur du BTP se porte vraiment pas bien, donc forcément c'est la lanterne rouge hein, de l'économie en France, c'est ce qui se dit en tout cas. Le secteur automobile s'en porte pas bien et en gros l'industrie française est en train de tanguer. Voilà ce que ça dit. Je repasse à un autre article de latribune.fr, donc chiffre clé, l'impact des droits de douane de Trump sur les produits européens. Donc là voilà, là on va atteindre un sujet chaud pour nous, mais bon, nous on aimerait bien que notamment nos politiques fassent ce genre de choses, c'est-à-dire les Français d'abord, le reste du monde après. C'est plutôt cohérent et pourtant c'est pas ce qu'on fait du tout. Donc le président américain Donald Trump a assuré vendredi, donc 31 janvier, qu'il imposera des droits de douane sur les produits européens à l'avenir. Donc on imagine que dans son premier mandat, il avait parlé notamment du vin français, des spiritueux français. Donc on imagine qu'il va mettre des taxes déjà là-dessus. Également sur les automobiles françaises. Et il y avait aussi autre chose, je crois, c'est tout ce qui était enfin, catégorie spécifique à la France. En fait, il faut savoir quoi? Il faut savoir que les États-Unis, pourquoi ils parlent de taxer, notamment surtout les produits européens aujourd'hui, enfin Donald Trump, c'est parce que savoir qu'il y a une balance commerciale aujourd'hui négative en défaveur des États-Unis vis-à-vis de la balance commerciale avec l'Union européenne. Donc, il me semble que les exportations, si je dis pas de bêtises, de l'Union européenne vers les États-Unis représentent à peu près 250 ou 350 milliards d'euros, alors, dollars, pardon, alors que les États-Unis, eux, leur balance est de 500 milliards. Donc, en fait, ils ont un trou, si vous voulez, de 150 milliards. Et donc, forcément, bah, ça leur convient pas. En tout cas, ça convient pas à Trump, hein, c'est logique. Donc, son but, c'est de compenser tout ça en mettant le paquet sur les frais de douane. Voilà, c'est tout à son honneur, hein, tout à fait compréhensible de son point de vue, mais nous, on va tanguer, puisque enfin, faut savoir qu'il a déjà mis en place des droits de douane donc de 25% sur le Mexique et le Canada. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, sur ces deux pays-là, donc le pesos mexicain et le dollar canadien, ont tangué hein, par rapport au dollar. Et ça a fait chuter la valeur des monnaies fiat des pays concernés par ces taxes. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer logiquement? Bah, c'est que dès qu'il va mettre en place ces taxes contre l'Union européenne, bah, l'euro va chuter par rapport au dollar, alors qu'on est déjà à un niveau catastrophique, hein, je rappelle. Donc, et dans une situation économique quand même pas triste. Donc, on va encore plus tanguer, quoi, en fait. Voilà. C'est ça le problème. Donc, je continue avec un dernier article pour la route. Et donc, nous, en France, pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? Pendant ce temps, hein, bah nous on continue avec notre histoire de l'agent artistique de Sud-Ouest, fronde des grands patrons français contre les taxes. Le ministre de l'économie, Éric Lombard, se dit surpris. Ah. Bah nous, je vous dis, quand je vous dis notre ministre de l'économie ou nos politiques, je sais pas, ils sont pas sur le même monde. Ils sont sur un petit nuage là, en train de nager, la brasse, tranquillement, ou je sais pas ce qu'ils font. Eh ben, ils sont pas dans le même monde, je dis surpris. Ah.
surpris que bah, les gens ne sont pas contents d'avoir des taxes internes, des impôts internes, alors ça ne sert à rien, puisque comme l'explique très bien notamment l'économiste Marc Toiti, c'est si vous mettez trop d'impôts, ça tue les impôts quelque part. Donc, et comme on est dans un régime gauchiste, communiste, puis on n'est même plus de gauche, on est communiste, c'est-à-dire que les Français travailleurs en fait payent pour tous les autres à fond, et même les retraités ont vu leurs impôts sur la table encore, là, ou augmenter peut-être, bah, forcément, il y a un moment où l'impôt tue l'impôt. Donc, si vous imposez trop, ben, forcément, ça pousse à la délocalisation des entreprises, l'expatriation des cerveaux, enfin voilà, là on y est en fait. Parce qu'on a même Bernard Arnault, un milliardaire français, qui a pété un câble hein, en conférence de presse en disant bon bah ok vous nous poussez à délocaliser donc sous-entendu que bientôt Bernard Arnault va délocaliser toute son entreprise donc LVMH et compagnie aux États-Unis. Alors là c'est fini hein, on peut couler la France et mettre la clé sous la porte hein, direct. Voilà on en est donc on n'est pas sorti de l'auberge tant qu'on a ces bouffons à la tête de l'État. Ensuite, donc je vais passer maintenant aux chiffres, on va dire notamment du CAC 40, hein, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc le CAC 40, vous voyez sur Google Finance, je fais la comparaison habituelle entre le CAC 40 français et le S&P 500 américain pour voir un petit peu ce que ça donne en termes de performance. Et donc là, vous voyez, donc sur un jour, je vais faire de 1 jour à 6 mois. Donc sur un jour, nous sommes à plus 0,11%. Le S&P 500 est à moins 0,52. Sur 5 jours, on a plus 1,21%. Alors, c'est pas totalement mis à jour leurs chiffres là, mais 1,10%, 1,21 contre 0,54% le S&P 500. Là, on a une meilleure performance au CAC 40 que le S&P 500 américain, mais sur 5 jours. Après, sur un mois, si sur un mois, pareil, on a une très bonne nouvelle, sur un mois, on a une meilleure performance du CAC 40 que le S&P 500, et sur 6 mois, enfin, donc là, et là par contre, ouais, là par contre, on n'a pas encore attrapé le S&P 500, on est inférieur. Hein. Qu'en fait, on a subi bah, tout le tralala politique toute l'année, et je pense que là, il y a eu un rattrapage, et vous voyez d'ailleurs, fin d'année 2024, on a vraiment eu un rattrapage de la part du CAC 40 par rapport au S&P 500. Donc c'est vraiment la période de creux qu'il y a eu au niveau politique, et il y a eu un rattrapage après derrière sur l'aspect finance. Bon, donc ça c'est bien, franchement c'est une bonne nouvelle, ça tienne à peu près là, donc je pense que c'est le secteur du luxe en fait qui maintient un peu tout en France. Pour le reste notamment, eh bien c'est pas faux, ils font, hein, puisque sur le cours, là je suis sur boursorama.com, le cours de l'euro par rapport au dollar en spot, et regardez, donc sur un jour, bon, sur un jour, voilà, on est en chute hein, pour l'euro, on voit bien, sur un mois, c'est pas folichon quand même, mais bon, ça, on a vu que ça repartait un petit peu quand même au 20 janvier. Mais par contre, voilà, sur 3 mois et sur 6 mois, enfin, on voit bien que là, on est dans une tendance vraiment à la baisse de l'euro par rapport au dollar, malgré les quelques petites remontées de temps en temps là qu'on a eues, notamment ce dernier temps, à partir du 20-17 janvier 2025, on a eu une petite remontée de l'euro par rapport au dollar, mais là, c'est en train de rechuter. Et donc, si en plus on a l'annonce la prochaine que les taxes donc américaines vont arriver sur les droits de douane en fait au niveau de l'Union européenne, et ben il est très fort probable qu'on connaisse le même sort que le dollar canadien et le pesos mexicain, c'est qu'on voit en fait l'euro se faire exploser la figure par rapport au dollar. Voilà où on en est. Et donc maintenant on a un dernier petit message de l'or. Comme je vous disais en début de vidéo, donc l'or est en train clairement de nous dire que quelque chose ne va pas du tout parce qu'il a rebattu encore un record. Hein. On a 87 000 euros le kilo donc là cette semaine. Et ça continue. C'est-à-dire que l'or continue de pousser là. Donc il se passe quelque chose. Hein. Donc là on est en train de nous dire faites attention. L'euro va vraiment se faire exploser. Euh, voilà. Donc il y a une demande qui est de plus en plus accrue sur l'or. Donc qu'est-ce que ça veut dire hein? Je vous rappelle, ça veut dire que les investisseurs sont inquiets au point de basculer quelque part leurs investissements, qu'ils soient boursiers ou en termes de monnaie fiat, ils sont en train de le rebasculer vers les monnaies refuges comme l'or. Voilà, on en est. Donc c'est chaud, bien évidemment. N'hésitez pas. Voilà, donc là ce sera tout hein, pour aujourd'hui. Donc vous l'avez compris que là on est en train vraiment, au niveau de l'Union européenne, d'avoir un, je pense, beaucoup de remous là. On est en train de vraiment
de voir un petit peu la vague qui nous arrivait dessus, qu'on sentait déjà depuis des années, des dizaines d'années, que tout le monde se moquait, que c'était pas vrai, que ça allait pas arriver. Mais là, quand même, on sent qu'il se passe des choses, hein, et que ça, tant qu'on a les mêmes politiques, qu'on a les mêmes choses, c'est Einstein qui disait, hein, tant qu'on fait les mêmes choses, il n'y a aucune raison qu'on change de cap, en fait. Voilà. Donc, tant qu'on a les mêmes personnes, les mêmes politiques au pouvoir, il n'y a aucune raison qu'on change de cap au niveau économique et pour tout le reste. Voilà. Donc, c'est mal parti pour nous, clairement. Euh, mais il faut avouer que Trump, voilà, respecte ses engagements en tout cas. Donc ça, on peut lui accorder, clairement. Donc sinon, on avait quelqu'un comme lui, je pense que ce serait pas mal. En tout cas, qui respecterait ce genre d'engagement pour les Français. Bon, voilà. Sur ce, bah, écoutez, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si vous avez appris des choses, si vous avez aimé la vidéo. Et puis sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle actualité hebdomadaire, hein. Voilà. Prenez soin de vous. La prochaine. Bisous. Ciao.